El micrófono de Alicia Perris. Es una hermosa mañana de mayo en el Instituto Francés de Madrid. Estamos esperando al escritor, viñetista y al abogado de Charlie Hebdo que va a presentar su libro, un libro que puede chocar a algunos oyentes, pero justamente se trata de la libertad de expresión. Es un libro publicado ahora en español y se llama El derecho de cagarse en Dios. Llega Richard Malka, lo estamos esperando unos minutos, rigurosamente vigilado como aquella famosa película de Menzel de 1982, como Los trenes, rigurosamente vigilados, porque suele estar en paradero desconocido, también en la clandestinidad, y sigue trabajando como viñetista para Charlie Hebdo. Aquí llega, vamos a ir. Je peux y aller? Je m'appelle Alicia de Radio Sefarad de Madrid. Maître Malka, un honneur de vous avoir ici. Après ce que vous et tous avez vécu, Charlie Hebdo et tous les malheurs d'après, où on est à présent et pour les futurs en France et dans le monde, quand continuent les guerres, la barbarie, la peur, quand le conflit est vu comme une maladie, pas comme une opportunité de coexistence et de paix. Alors, ça, c'est une question sur la liberté d'expression. Oui, si vous voulez. Oui, bien sûr. Effectivement, ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a eu, en tout cas en Occident, une période, une parenthèse enchantée pour la liberté d'expression qui a commencé alors dans les années 70, qui s'est affirmée dans les années 80, et qu'on a vécu dans la Charlie Hebdo, où l'État, la justice, protégeait de plus en plus la liberté d'expression, la Cour européenne des droits de l'homme aussi. Et puis, au début des années 2000, les choses ont commencé à se tendre considérablement autour de cette liberté qu'on pensait acquise, sous l'effet de deux phénomènes. Alors, le premier, c'est celui que nous avons vécu tragiquement à Charlie Hebdo, c'est-à-dire une poussée islamiste, une remise en cause de la libre critique d'une religion, ce qui était pourtant acquis s'agissant du christianisme, du judaïsme, du bouddhisme. Ça faisait vraiment plus de sujet. Et là, des tensions sont nées très violemment, mais alors, au moment des caricatures de Mahomet, de la publication, mais ensuite, y compris s'agissant d'un discours du pape, le fameux discours de Ratisbonne, et puis à mille autres occasions. Et puis parallèlement à ça, on est pris en tenaille entre cette poussée qui interdirait la critique d'une religion en particulier, et donc de toutes, parce qu'on ne peut pas faire un sort singulier à l'une et pas aux autres. Et l'autre mâchoire de la tenaille, c'est l'idéologie anglo-saxonne, cette fameuse idéologie woke, selon laquelle il ne faudrait offenser personne, heurter personne, blesser personne, choquer personne, à tel point ça interdit le débat. Il ne faudrait plus vivre contre personne qui penserait exactement la même chose et dirait la même chose. Il faudrait cultiver l'entre-soi, plutôt que le vivre ensemble, qui induit nécessairement qu'on échange des idées différentes, contradictoires, qu'on débatte, que parfois on se bouscule un peu, qu'on accepte d'être heurté dans ses convictions. Et puis il faudrait réécrire les livres, et puis retirer des statuts, et en fait c'est un révisionnisme historique. Et puis il faudrait des sensitivity riders pour faire de peine à personne. Et puis dans les universités, tout
le monde ne pourrait plus s'exprimer. Et puis on brûlerait des livres, comme on l'a fait en France, comme on l'a fait au Canada. Et puis tous ceux qui ne penseraient pas selon ce que certains considèrent être le bien, mais le bien est indéfinissable, il n'y a pas une boussole à bien, ils ne pourraient pas s'exprimer. Donc tout ça fait que la France est devenue un petit village gaulois qui essaie de résister parce qu'elle est fondée depuis la Révolution sur des valeurs d'universalisme. Donc c'est le contraire de l'exaltation des différences. C'est la mise en avant de tout ce qui fait que nous nous ressemblons, plutôt que des différences. Parce que nous sommes un pays laïque, parce que nous sommes le premier pays au monde à avoir aboli le délit de blasphème et à avoir consacré la liberté d'expression comme un droit fondamental dans la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, un des droits les plus précieux de l'homme, dira Mirabeau. Il y a une résistance qui est forte, mais il y a aussi du coup, la France est en première ligne de ces combats. C'est pas un hasard si c'est en France qu'il y a eu le plus d'attentats terroristes et que ces questions-là déclenchent à ce point de dérive. C'est parce que nous sommes aussi porteurs d'un universalisme, un autre universalisme, celui des principes des encyclopédistes et de la Révolution française. Et donc il y a une confrontation très singulière dans notre pays. Et cette confrontation, elle a lieu aussi dans d'autres pays européens, peut-être de manière moins violente, mais elle a lieu. Et ce que je suis obligé de constater, c'est effectivement un désamour de la liberté d'expression. Et là où c'est inquiétant, c'est que ce désamour-là provient de jeunes générations. Il y a une rupture générationnelle. On rejette la liberté d'expression comme si c'était une valeur devenue réactionnaire, qui empêchait à certains d'avancer leur idéologie, qu'ils estiment progressiste. Or, en fait, si la liberté d'expression s'atténue, vous êtes absolument certain que toutes les autres libertés suivront. Et d'étape en étape, on s'acheminera vers ce qu'on appelle ces régimes illibéraux. Parce que c'est les revendications des uns, les revendications radicales des uns nourrissent le ressentiment des autres et l'extrémisme des autres. En fait, ça finit toujours de la même manière. À un moment, quand le peuple ne comprend plus, voilà, on peut prendre le wokisme par exemple, il vote Trump. Et donc et comme les gens votent Trump, ça alimente le wokisme. Les personnes qui essaient d'avoir un raisonnement nuancé, complexe, qu'elles soient de gauche comme de droite, disparaissent. C'est ce qui se passe en France. La droite de gouvernement a disparu, la gauche de gouvernement modérée a disparu. C'est ce qui se passe aux États-Unis avec la radicalisation des deux camps. C'est ce qui se passe malheureusement dans de nombreux pays. Et le seul antidote contre ça, le seul antidote qui pour moi garde le monstre du totalitarisme, de l'autoritarisme en cage, c'est la liberté d'expression. Et ça veut dire qu'il faut accepter d'être choqué. Il faut accepter d'être blessé. C'est ça la liberté d'expression. C'est ça le débat. C'est comme ça que la Cour européenne des droits de l'homme définit cette liberté. Il faut accepter d'être heurté dans ses convictions et puis on s'enrichit comme ça en fait. Merci. Intentaremos como siempre una traducción lo más ajustada, pero muchas veces se repite algún concepto y entonces, bueno, habrá un lost in translation como siempre y bueno, si ahí se produce esa pérdida de alguna oración, algún matiz, desde luego no es por mala fe. Hemos tenido, dice Malka,
un periodo dorado en los años 70, donde los derechos y la libertad de prensa estaban protegidos, y a partir de los años 2000 esto cambia con dos fenómenos: el de Charlie Hebdo, y hago un inciso, con la matanza de prácticamente toda la redacción del semanario satírico a propósito de unas portadas consideradas ofensivas por radicales musulmanes. A partir de Charlie Hebdo, entonces, y las tensiones con el discurso del Papa en Ratisbona, y también la ideología anglosajona woke, según la cual no habría que molestar a nadie, no habría que chocar a nadie o impactar a nadie, y esto anula el debate para intercambiar ideas. Habría entonces un revisionismo histórico, y en las universidades tampoco se podría hablar. Luego llegaría la quema de libros y no podía comentarse nada en profundidad, y así Francia sería de nuevo una pequeña aldea gala, porque somos un país laico, el primero en abolir el castigo a la blasfemia, en redactar el derecho del hombre y el ciudadano. Francia está de esta manera en primera línea de este combate, y es por esto, no es casualidad que haya en Francia tantos atentados terroristas, y lo importante es la idea de ir hacia un universalismo con los principios de la Revolución Francesa, aunque en este momento hay un desamor, un desapego por la libertad de expresión también por parte de los jóvenes. Se rechaza la libertad de expresión como si fuera algo arcaico. Si la libertad de expresión, sin embargo, se atenúa, le sigue la atenuación de otras libertades, y acabamos en regímenes iliberales, no liberales. Esto termina siempre igual. Cuando el pueblo ya no entiende, eligen a un Trump. Y todo pensamiento matizado, o todo el que tenga una forma de razonar compleja, ya sea de izquierdas o de derechas, tiende a ser silenciado, a desaparecer, como en Francia o en los Estados Unidos, con la radicalización de los dos campos. De forma que el único antídoto contra este monstruo, para mantenerlo sujeto, es la libertad de expresión. Hay que aceptar que nos interpelen, que nos molesten, que nos hieran, porque ese es el debate. Así lo define la Corte Europea de los Derechos del Hombre, y ese es el verdadero enriquecimiento. Maître Malka, quisiera preguntarle por su condición de judío, por su judaísmo. Évidemment, j'ai baigné dans cet environnement-là. Ça a fait que je suis. Mais avec. Alors ça, c'est quelque chose de très agréable dans cette communauté-là. Je dis sur tous les plateaux que je ne suis pas croyant, que je suis athée. Je dis les pires horreurs possibles, éventuellement sur le judaïsme. Ça ne pose aucun problème. Parce qu'en fait, c'est pas vraiment une religion. C'est beaucoup plus que ça. C'est une culture, c'est une pensée, c'est un peuple. Mais voilà, donc moi mais j'ai vécu dans un environnement croyant. Donc j'ai pas d'hostilité envers quelque religion que ce soit. Je veux juste qu'on me laisse la liberté de ne pas croire, et d'avoir l'esprit critique et le libre arbitre que je veux à l'égard de toutes les religions, parce que toutes les religions ont et le judaïsme compris, ont des tendances autoritaires. Comment vous devez manger, comment vous devez aimer, qui vous devez aimer, quand vous devez aimer, comment vous devez vous habiller. Non, j'ai pas tout envie qu'on me dise comment faire ça. Après, j'accepte que d'autres suivent ces commandements-là, s'ils y croient, comme les impose pas. En cuanto a la traducción y a la pregunta que le hace Alicia Perry, Radio Sefarad, sobre el judaísmo a Maître Malka, él dice: culturalmente me he bañado en el ambiente del judaísmo.
Se trata de algo muy agradable, aunque siempre digo en todos los platos que no soy creyente, que soy ateo y que no tengo problemas con esto. El judaísmo no es solo una religión, es mucho más, una filosofía, un pueblo. Yo viví en un entorno de creyentes y no siento ninguna hostilidad por ninguna religión, aunque hay un espíritu crítico que hay que recordar que vive en todas las religiones, también el judaísmo, y es que a veces tienen tendencias autoritarias sobre qué es lo que hay que comer, a quién, cómo y cuándo se debe querer o amar, cómo vestirse. Acepto que la gente haga todo esto siempre y cuando que hagan todo esto si les parece bien, si creen en esto, siempre y cuando no me lo impongan. Hasta aquí este encuentro emocionante, inquietante y complicado con Richard Malka, Maître Richard Malka, el gran abogado que vive hoy fuertemente custodiado, como ya dijimos, en paradero desconocido, mientras sigue publicando también sus viñetas para la edición semanal de Charlie Hebdo. En la dedicatoria que me escribió de su libro puede leerse: para Alicia, con toda mi amistad y viva la libertad. Hasta el próximo micrófono, Alicia Perris, de Jaime.